Il est des édifices plus marqués que d'autres par le passage du temps. Les hommes les ont parfois abîmés, parfois oubliés, parfois volontairement détruits. On les qualifie différemment. Vestiges, lorsqu'on veut les qualifier avec distance. Ruines, lorsqu'on veut leur donner un caractère romantique. Ou alors restes, quand on ne les aime pas. Pour ma part, je parlerai plutôt de témoins, puisqu'à l'ombre de ces monuments fragiles, c'est l'histoire des hommes qui s'est écrite. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une vieille dame, l'église Saint-Thomas de Canterbury. Vous allez découvrir qu'elle est en ruine. Pourtant, il me semble important de devoir la restaurer et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Nous voici cette fois à Crépy-en-Valois, joyau d'une des plus belles provinces royales de France, berceau de la seconde dynastie capétienne et flambeau de l'art de bâtir à l'époque gothique. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2019, la façade de l'église Saint-Thomas connaît un effondrement partiel. En quelques secondes, plusieurs tonnes de pierres s'écrasent au sol. Du point de vue architectural, c'est regrettable car on perd plusieurs éléments. Du point de vue technique, c'est une catastrophe, car l'église est plus fragile encore qu'avant. Dans l'urgence, la municipalité et les acteurs du patrimoine prennent les mesures adéquates. Couvrir, étayer et stabiliser le monument. Puis monter un colossal échafaudage permettant la surveillance. Il va d'ailleurs nous être bien pratique pour parler de quelques détails. Mais alors, que fait-on? On abandonne ou on restaure? C'est l'objet d'un débat en ce moment même. Mais laissez-moi vous dire que ce que je vais vous montrer là, c'est un des plus beaux témoignages de la vivacité de l'architecture gothique. Commençons par un petit point de contexte. Au XIIe siècle, Crépy-en-Valois est une ville très prospère. Elle profite de sa localisation entre Champagne, Flandre et domaine royal parisien. En 1167, Élisabeth de Valois hérite du comté. Ce n'est pas n'importe qui, par sa mère, c'est la cousine germaine du roi anglais Richard Cœur de Lion. Son mari est un homme puissant, Philippe, comte de Flandre, surnommé Philippe d'Alsace à cause de ses origines. Pour affirmer son pouvoir, Philippe va faire bâtir l'église Saint-Thomas qui est en fait l'église d'un monastère d'une petite vingtaine de chanoines. La construction débute autour de 1170 et l'église est consacrée en 1183 alors qu'elle n'est pas terminée. Assez curieusement, on la dédie à un Anglais, Saint Thomas, c'est-à-dire Saint Thomas de Canterbury. Donner à une église française la titulature d'un saint anglais, on n'a pas idée. En fait, le comte Philippe était l'ami de l'évêque Thomas Canterbury, récemment assassiné par le roi d'Angleterre, Henri II, et il a voulu lui rendre hommage. En bref, si je résume, l'église Saint-Thomas, c'est l'histoire d'un flamand d'origine allemande qui décide de construire chez son épouse, une franco-anglaise, une église dédiée à un saint anglais pour embêter le roi de France dont il est concurrent. Si ça c'est pas ce qu'on appelle un édifice européen, En fait, l'église est continuellement embellie jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il va se passer un moment majeur pour l'histoire de l'édifice. On va être en pleine guerre de 100 ans. Les Anglais et les Français s'affrontent. Évidemment, les Français tiennent la ville de Crépy, ils sont derrière les remparts. L'église étant hors les murs, les Anglais vont en profiter pour mettre le pied dedans, utiliser les tours-clochers comme point d'observation pour observer la défense. Et malheureusement, évidemment, l'église va souffrir. Elle va notamment être décapitée.
elle va perdre ses deux flèches. Et une seule d'entre elles va être reconstruite, celle de la tour nord, qui va devenir ainsi le symbole de la ville. Puis arrive la Révolution française. Le monastère est fermé et l'église est transformée pendant un temps en salle de conseil municipal. Malheureusement, en 1799, une voûte s'effondre et on condamne l'église. Elle est donc vendue en carrière de pierre, elle commence à être démontée et pour tout le monde, la disparition de l'édifice paraît inéluctable. Mais les vestiges sont rachetés par plusieurs notables de la ville au début du 19e siècle et notamment le nouveau maire, M. Delahante. Et ça se terminera plutôt bien puisqu'en 1875, l'église sera classée monument historique. Pour un détail au moins, c'est une chance que l'église ait été transformée en carrière de pierre. Là, je me trouve en face du portail principal et notamment de l'ancien tympan qui était sculpté. Vous devinez qu'aujourd'hui, il y a une inscription qui est écrite « Le peuple François reconnoit l'être suprême et l'immortalité de l'âme ». En fait, l'église, en 1793-1794, a été transformée en temple de la raison, puis en temple dédié à l'être suprême, une espèce de culte républicain de la Révolution, si vous voulez. Et il se trouve que ces églises ont rapidement été fermées, et la plupart du temps, les inscriptions ont été effacées. Mais ici, parce qu'entre-temps, l'église avait été vendue en carrière de pierre, eh bien, l'inscription avait été maintenue. Et du coup, grâce à la protection de l'archivolte du tympan, ça nous est parvenu. Alors, cette inscription, elle a été repeinte une fois aux alentours de 1930, mais ça, c'est un secret entre nous. Bon, et les murs, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire maintenant? Eh bien, plein de choses, mais je vais faire un focus sur 2 points. Évidemment, l'église de Saint-Thomas fut pendant plusieurs siècles complète. Ne nous est parvenue que la façade, mais vous allez voir que cet élément suffit à lui seul à faire comprendre la place de l'édifice dans l'histoire de l'architecture. Alors je ne sais pas vous, mais la première fois que j'ai regardé cette façade, je me suis dit 2-3 choses. D'abord, elle n'est pas tout à fait régulière, cette façade. On constate notamment que la tour nord et la tour sud ne sont pas tout à fait égales. La tour sud paraît plus structurée et plus décorée. Il ne faut pas oublier qu'il s'est passé entre 10 et 15 ans entre la réalisation des 2 tours et qu'entre-temps, on a perfectionné les méthodes de construction, mais qu'on a aussi eu des nouvelles envies, notamment au niveau des décors. Surtout, quand on regarde la façade attentivement, on a l'impression qu'il y a peu de surface de fenêtres, qu'il y a peu d'ouverture. Alors, c'est vrai que dans l'art gothique, on a tendance à vous caricaturer ça parfois uniquement avec les voûtes d'ogives, les arcs-boutants. Et on vous dit que l'art gothique, c'est des grandes surfaces de fenêtres, des grandes verrières. Mais ce n'est pas toujours vrai. Dans les premiers temps de l'architecture gothique, au moment où s'installe Saint-Thomas, on est entre le style gothique primitif et le style gothique classique. Et à ce moment-là, ce qu'aiment faire les bâtisseurs, c'est instruire une discussion entre les ouvertures et les endroits où il y a les murs, entre les vides et les pleins, entre les jours et les constructions. Alors on le constate bien ici, notamment à partir de ce croquis. On constate tout d'abord qu'elle est segmentée en 3 parties par de puissants contreforts très affirmés qui divisent les 2 tours et la nef. L'ensemble est couvert de toits pyramidaux qui rythment verticalement la bâtisse. Répondent à ces toits des fenêtres en arc brisé. Et ces fenêtres en arc brisé sont toutes identiques, sauf l'une d'entre elles, celle de la tour sud, mais comme je vous l'ai dit, elle a 10 ans de moins que la tour précédente. Ensuite, les bâtisseurs vont segmenter horizontalement l'église par des corniches tout d'abord, en haut, et par des larmiers en partie basse qui règnent à la hauteur des fenêtres. On constate donc que l'église est divisée en 3 parties verticalement, en 3 parties horizontalement. Évidemment, ça fait référence à la Trinité. Et ensuite, on vient créer un encadrement avec des faux jours, eux-mêmes rehaussés d'octolobes, c'est-à-dire de fleurs à 8 pétales, au centre duquel viennent s'installer la rose et son décor.
Alors là, on constate bien le discours entre les rares jours de la façade et les grandes surfaces murales. C'est ça le discours des vides et des pleins dont saint Thomas est le témoin. Alors là, on est de l'autre côté de la façade et du coup, on retrouve notre rosace. Comme vous le voyez, elle est en hauteur et normalement, elle est très affirmée. Il faut bien comprendre que pour les gens du Moyen-Âge, c'est de la rosace que va venir la lumière. Or, la lumière au Moyen-Âge, c'est Dieu. Donc, quelque part, la rose, c'est Dieu. Et puisque c'est Dieu, on la met en hauteur et on l'affirme au-devant de tous les autres éléments architecturaux. Il faut bien comprendre que l'architecture gothique, c'est ça. C'est un jeu de muralité, de vide et de plein. Ce n'est pas uniquement la disparition du mur, c'est aussi l'affirmation des espaces vides entre les surfaces de mur. Alors, objectivement, même s'il ne nous reste que la façade, rien que cet élément-là, il justifie amplement que l'église soit sauvée et soit intéressante. Bon, je vais vous montrer ça directement sur les échafaudages. On y va. Alors je vous parle de cette façade depuis tout à l'heure comme un ensemble cohérent. Mais évidemment, il y a des choses qui dérangent et on en fait abstraction. Alors justement, parlons-en de ce qui dérange. Qu'est-ce qui pose problème? Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une rose, et cette rose, elle est murée. Alors vous allez me dire, elle est condamnée. Oui, elle a été condamnée, et ça, vraisemblablement, dès le Moyen-Âge. On voit bien d'ailleurs la qualité des parements, qui est très très bonne. La qualité du bouchon de la rose est aussi bon que la qualité des murs, en fait. C'est d'ailleurs très différent du bouchon que vous apercevez à la Révolution, qui a été fait dans cette fenêtre, juste à côté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vraisemblablement, dès le Moyen-Âge, quand Philippe d'Alsace a décidé la construction de l'édifice, il décède avant la fin du chantier. Et résultat, on va avoir un problème de financement et on va devoir condamner ou abandonner certains projets initiaux. La rose, elle, c'était normalement le clou du spectacle, elle aurait dû être faite en dernier. Et du coup, malheureusement, puisque les financements manquent, on va devoir trouver une solution plus fine, plus simple, et on va décider de la murer, et à la place, on va installer cette très grande fenêtre. C'est très intéressant ça. Saint Thomas, c'est aussi une église qui nous témoigne d'un fait historique à travers son architecture. Le commanditaire, le seigneur qui paye, décède, les financements baissent, on trouve des solutions alternatives, et à la fin, on n'a pas la façade qu'on espérait, mais une façade qui témoigne de tout ça. Très intéressant. Vous voyez cette fissure là? On en parle de l'autre côté. Alors nous voilà au devant des deux fissures. Vous les voyez bien rectilignes de bas en haut. Alors évidemment, du point de vue de l'architecture, c'est ça qu'il va falloir restaurer en priorité, c'est un élément inquiétant. Mais du point de vue archéologique, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que vous constatez qu'elles sont parfaitement verticales, ou presque. Alors qu'habituellement, les fissures que vous voyez dans les monuments historiques lézardent entre les pierres en suivant les joints. Et ça nous enseigne quelque chose. C'est que l'église Saint-Thomas, elle est tellement bien construite que malgré la très bonne qualité des pierres, les mortiers sont meilleurs encore. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que les gâcheurs de mortier, ce sont ceux qui ont confectionné le mortier pendant le chantier, ont très bien travaillé. Si bien travaillé d'ailleurs qu'aujourd'hui, la fragilité d'édifice, c'est plus par les pierres qu'elle se fait que par les mortiers eux-mêmes. Ça, c'est intéressant également parce que ça nous renseigne sur l'art de bâtir à cette époque-là. L'architecture gothique, c'est la révélatrice d'une époque
où on a une montée en compétence de tous les travailleurs sur le chantier. Les tailleurs de pierre, bien sûr, et les maçons, ça c'est évident. Mais on s'améliore également sur les mortiers. Et les fabricants de mortiers, les gâcheurs de mortiers, sont tellement montés en compétence qu'ils en ont fait un bloc monolithique très solide. Et aujourd'hui, c'est par les pierres, paradoxalement, qu'un édifice de ce type casse. Et bien vous voyez que l'église Saint-Thomas aujourd'hui, ça a beau être un vestige, en réalité c'est surtout un témoin de la technologie de son temps. En parlant de restitution justement, et si on en tentait une, de ce qui a disparu, ou de ce que l'on croit qui a disparu? Parce qu'après tout, c'est ça être archéologue, restituer des traces, des vestiges, des indices du passé, plus globalement. Alors il se trouve que pour Saint Thomas, on a plusieurs sources. On a bien sûr la bâtisse, mais on a aussi des plans ou des textes anciens. Alors on sait par exemple que la façade faisait 27 mètres de large, pas de problème. On connaît également la longueur de l'édifice. Il se trouve qu'en l'occurrence, de la façade justement jusqu'au chœur qui se situait sous les maisons que vous apercevez là-bas, on avait probablement une longueur totale de l'édifice de l'ordre de 64 mètres. C'est colossal. C'est la deuxième plus grande église du diocèse de Senlis après la cathédrale. Or, la cathédrale de Senlis ne fait que 12 mètres de plus qu'elle. Donc Saint Thomas, en tant que monastère urbain, est vraiment une très grande église. Ensuite, on a les questions des volumes, notamment les hauteurs. Alors, grâce aux arrachements des voûtes de la nef, on est capable de dire que l'église faisait au moins 20 mètres de haut depuis l'intérieur. Et on peut faire la même réflexion pour les bas-côtés, les collatéraux, c'est-à-dire les vaisseaux parallèles à la nef. En l'occurrence, si on regarde ici, on devine les arrachements des anciennes voûtes. Là-bas au fond, par exemple, vous apercevez l'arc d'une voûte qui lui répond celle qui est à côté. Et on devine au-dessus quelques petits stigmates de l'ancienne toiture. En l'occurrence, tout ça nous permet de restituer les volumes des bas-côtés de la même manière que la nef. On peut y ajouter bien sûr à ça les fenêtres et même les portails de l'église. On peut même aller plus loin. Regardez, on a des séries de piliers sous forme de vestiges qui sont conservés le long de ce mur. Et on a des piliers qui leur répondent à l'intérieur de la partie conservée de la façade. Eh bien, à la rencontre des piliers qui sont conservés là-bas et des piliers que j'ai face à moi ici, on est capable de proposer le dessin d'un autre pilier à la rencontre qui forme ensemble la travée. Donc, sous mes pieds, en tant que bon archéologue, si je fouillais là, je trouverais les fondations d'un pilier supplémentaire. Et c'est un scénario qu'on peut restituer avec l'autre pilier que vous apercevez ici. Je peux très bien me placer ici, face à lui, toujours dans l'alignement du pilier qui est dans mon dos, et à cet emplacement, j'ai une autre base de piliers. Et ça, c'est quelque chose que je peux restituer aux différents endroits que vous avez partout dans l'église. On est capable de retracer l'église et donc de la restituer entièrement. Autour de l'église, évidemment, on trouvait d'autres aménagements, particulièrement au nord, où il y avait les bâtiments conventuels, c'est-à-dire les bâtiments où résidaient les moines, les chanoines, autour d'un cloître. Au-delà du chevet, vers l'est, on trouvait le cimetière. Et puis, bien entendu, à l'ouest et au sud, le parvis. Et puis, les dispositions intérieures maintenant. Alors, comme j'ai déjà beaucoup parlé, et bien qu'on en sache beaucoup, je vais vous laisser avec ce beau dessin de Tavernier de Jonquière, qui vous laisse mieux vous présager de ce que pouvait être l'église Saint-Thomas aux meilleures heures. Alors, reste, ruine, vestige ou témoin? J'espère vous avoir convaincu que ce qu'il reste de l'église Saint-Thomas est très intéressant. D'ailleurs, pour moi, c'est ça une ruine. C'est un ensemble sur lequel il reste suffisamment d'éléments pour nous inviter à le comprendre, mais où il manque suffisamment d'éléments pour nous inviter à réfléchir, voire même à rêver. Alors, je terminerai par deux choses. D'abord, je vous invite à aller visiter tous les monuments des alentours, et pas uniquement les cathédrales ou les châteaux princiers. Les édifices en vestiges, en ruines, sont parfois les plus suggestifs, les plus intéressants, et ce sont d'ailleurs parfois les meilleurs témoignages de l'architecture de leur temps. Deuxièmement, dans l'histoire de l'architecture, pour les archéologues comme moi ou pour les spécialistes de l'architecture, le plus intéressant, ce sont souvent justement les édifices fragiles, incomplets. Ce sont ceux où les bâtisseurs de l'époque ont pris les plus gros risques. Ils ont tenté des nouvelles aventures, essayé des nouvelles formes, des nouvelles techniques. Et parfois ils ont réussi, parfois ils ont raté, parfois l'élément est inachevé, mais il est toujours intéressant. Il est le témoignage de son temps et il mérite d'être protégé, d'être sauvegardé et d'être compris.